Bonjour à tous et bienvenue pour notre conférence de presse annuelle pour les résultats 2022 de la filière meuble. Donc notre conférence de presse aujourd'hui se passe en visio avec vous et on aura un déroulé assez classique avec une première partie pendant laquelle on présentera les résultats 2022 avec l'IPEA, une deuxième partie dans laquelle on donnera des éclairages plus qualitatifs sur la façon dont les fabricants et les distributeurs ont pu s'adapter tout au long de l'année 2022. Et puis, à la fin, on prendra vos questions. N'hésitez pas à les poser juste en bas de l'écran pour qu'on puisse interagir à la fin de cette présentation et prendre vos questions dans l'ordre où elles arriveront probablement. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Philippe Moreau pour le mot des présidents. Philippe ? Bonjour à tous. Traditionnellement, Patrick Prigent et moi-même avons le plaisir de vous accueillir pour cette conférence de presse. Mais malheureusement, aujourd'hui, Patrick a été empêché en raison d'annulation d'un vol. Mais nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jean-Charles Vauglet, secrétaire général de la FNAEM, qui interviendra à mes côtés. Merci Philippe. Alors, sans plus attendre, nous allons passer aux chiffres du marché 2022 avec l'éclairage de Guénaël Sévenot, qui est le président de l'IPEA, qui est également accompagné de Christophe Gazel, son directeur général, pour nous présenter les résultats de l'année 2022. Bien, bonjour à tous. Une année 2022 qui s'est présentée sous différents auspices, bien entendu. Le marché a connu une progression de plus 2% en valeur, ce qui amène le marché globalement aux alentours des 15 milliards de chiffre d'affaires. Donc un marché qui aujourd'hui est majeur. Cette croissance en valeur n'a pas été cependant synonyme de la performance du secteur, car la fréquentation et les volumes s'affichent nettement en baisse. La hausse des prix a soutenu effectivement le marché toute l'année. Ainsi que l'on sait, l'INSEE a chiffré effectivement l'inflation des prix de l'ameublement aux alentours de plus 10%, chiffre qui vraisemblablement est en dessous de la réalité. Alors si on tient compte de ce phénomène inflationniste, sur les 18 derniers mois, on peut estimer que les volumes vendus en 2022 sont proches, voire inférieurs à ceux connus en 2019. Donc on est sur un marché effectivement en valeur à plus 2, mais avec une forte baisse effectivement des volumes de transactions. Si progression il y a, effectivement, elle est liée également à un phénomène de rattrapage. Il y a un effet rattrapage qui est assez fort au cours du premier semestre 2022, et surtout en avril, où effectivement on avait connu un avril 2021 avec une fermeture administrative des points de vente, et où on a retrouvé effectivement un volume d'affaires, le chiffre d'affaires d'avril étant au double de celui de l'année précédente. Alors cette forte progression a permis de soutenir la croissance durant quelques mois, on va dire jusqu'à fin mai, car les très grandes surfaces, 20 000 m2, 10 000 m2, qui avaient été touchées par des fermetures administratives en début d'année 2021, ont tout de suite apporté effectivement un volume d'affaires beaucoup plus conséquent. Donc voici pour les chiffres que l'on peut dévoiler. Alors, quelle est l'influence de la hausse des prix et de l'inflation sur notre marché ? On a une hausse des prix sur le secteur, mais aussi de manière générale sur l'ensemble de l'économie. Et incontestablement, ceci est un frein à la bonne dynamique de notre secteur, du moins la dynamique que nous avions connue sur les années 2021 et 2021 essentiellement. Cette inflation sur les prix a pesé effectivement sur la consommation et va certainement encore peser en 2023, on le verra un peu plus tard. Sur le pouvoir de consommer, bien entendu, des ménages qui sont amenés à procéder à des arbitrages budgétaires. L'équipement du logement est un des postes qui est le touché en premier lieu, parce qu'on n'est pas sur des dépenses qui demandent bien entendu de la réflexion.
Alors, les reports d'achat sont devenus de plus en plus nombreux sur l'année, effectivement. Mais on observe toutefois une montée en gamme qui a permis de maintenir effectivement en valeur un marché de manière positive. Alors certains consommateurs se sont retournés vers des access, des enseignes access premier prix, mais d'autres consommateurs ont maintenu effectivement leur façon de consommer sur le plus haut de gamme. Donc après 2 années effectivement de forte croissance, le marché n'aura pas pu compter sur le maintien d'un marché de l'immobilier très actif. Les mises en chantier restant en dessous, bien entendu, des 400 000, qui est un rythme annuel que l'on peut considérer comme normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre effectivement sur l'année qui vient ? Plus que la stratégie des différents acteurs, c'est l'évolution du phénomène inflationniste qui va, et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages, qui va conditionner les performances d'un marché en 2023. Car d'un marché que l'on peut caractériser d'émotionnel sur les 2 dernières années que nous avions vécues, on va se diriger vers un marché où le désir va devenir de plus en plus rationnel. Alors, je crois qu'on peut aborder maintenant avec Christophe la deuxième partie chiffres. Dans un premier temps, on va aborder le chiffre par famille de produits et les grandes familles. Alors, sur ce que l'on peut observer, c'est que l'ensemble des segments a progressé par rapport à 2021, à l'exception toutefois de la literie, qui peine à maintenir ses ventes. Alors, les volumes par rapport à 2019 progressent, mais moins fortement. Alors, si on parle chiffres clairement, on a le marché dominant, c'est le meublant, qui est à 4,88 milliards d'euros, avec une progression somme toute importante, puisqu'elle est à plus 3,9 sur l'année, et représente 32,8% de part de marché sur l'ensemble de l'ameublement. La cuisine intégrée, elle, qui nous avait habitués à de meilleurs scores, est un peu en retrait par rapport aux autres années. On est à un chiffre d'affaires de 4,23 milliards et avec une progression de 1,8% et une part de marché de 28,5%. Les canapés ont une légère progression comme la cuisine à 2,64 milliards. Et représente 17,8% de part de marché. La literie, comme je vous l'ai annoncé, est légèrement en baisse, avec un marché qui se situe à 1,86 milliards pour une régression de 0,3% et représente 12,5% de part de marché. Le meuble de jardin, qui reste le bon élève, a progressé, lui, de 5,5%. On le verra pourquoi un peu plus loin. Et représente 0,68 milliards de chiffre d'affaires. Les meubles de salle de bain, une progression de 2,1% à 0,56. Donc on arrive à un marché un peu en dessous de 15 milliards, à 14,85 milliards d'euros. Progression à plus 2, comme on l'a annoncé. Sur le mobilier de jardin, Christophe, que peut-on en dire ? Sur le mobilier de jardin, on voit que les Français bloqués avec les confinements ont absolument voulu avoir des extérieurs, que ce soit le jardin, le balcon, etc. Donc le mobilier de jardin, avec l'effet Covid, est le grand gagnant, puisque par rapport à 2019, il a progressé quand même de 26% en valeur. Il y a un effet inflation, mais il y a aussi un effet de réelle montée en gamme dans le mobilier de jardin, avec des effets mode. Et maintenant, les consommateurs veulent plus qu'une table, des chaises dans le jardin, veulent une cuisine d'extérieur. On voit que certains acteurs de la cuisine intérieure ont annoncé ces dernières semaines qu'ils lançaient des cuisines extérieures, alors qu'ils sont spécialistes cuisine, ils ne sont pas dans le jardin normalement. Et on a aussi l'arrivée d'une manière maintenant démocratique, massive, du canapé de jardin,
avec un investissement qui est beaucoup plus conséquent que la petite banquette de jardin. Donc c'est un marché qui est très porteur, comme le disait Guénaël, qui fait 680 millions d'euros et qui vraiment structure la démarche de tous les distributeurs qui essayent d'avoir une note jardin. Donc il y a à la fois une stratégie d'offre qui est très forte et un consommateur qui répond oui, ça m'intéresse. D'accord. Le deuxième marché, donc, c'est le meublant qui enregistre effectivement une très belle croissance pour l'année 2022. On retiendra que c'est un segment qui ferme plutôt la marche en termes de progression en 2019 et qui, en période post-Covid, s'est fortement développé. Alors, si on peut noter que c'est sous l'impulsion des performances des enseignes de la grande distribution qui sont devenus leaders sur ce segment pour plus de la moitié des ventes en valeur pour l'année 2022. Ce sont des segments comme le bureau qui ont fortement été soutenus par le développement du télétravail et du mobilier des chambres à coucher qui ont enregistré bien entendu les meilleures progressions au cours de l'année. Le meublant salon séjour, pour sa part, avec la concurrence du canapé, reste toutefois un peu en retrait. Sur la salle de bain. Alors, sur la salle de bain, petit marché. Voilà, la salle de bain, c'est un marché plus petit, c'est un marché de 560 millions. Donc, je pense que dans les différentes personnes qui nous entendent, il y a une grande spécialiste de la salle de bain qui est Marianne, qui dira 560 millions, est-ce que c'est réellement la valeur réelle du marché du meuble de salle de bain ? C'est les meubles de salle de bain achetés par les consommateurs et pas ceux achetés par les promoteurs, etc. Il y a de plus en plus de salles de bain qui sont équipées par les promoteurs. Quand on rentre dans le logement, c'est totalement équipé. Mais ça ne rentre pas dans notre périmètre d'achat direct du consommateur. Donc c'est un marché qui progresse, qui a fait de belles progressions cette année et surtout qui, en 2023, devrait avoir de très belles progressions parce qu'on est dans un mode projet et qu'on arrive aux projets qui aboutissent suite au confinement avec une rénovation complète de la salle de bain. Donc il va y avoir de très belles réalisations avec des très belles montées en gamme puisqu'il fallait trouver l'artisan pour faire ce chantier. Donc là, ça va arriver pour beaucoup de chantiers sur l'année 2023. Ensuite, le canapé, fauteuil, banquette, le chiffre d'affaires s'est maintenu. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le canapé reste en tête des intentions d'achat des Français tout au long de l'année en ce qui concerne leur achat de mobilier. Donc c'est un marché qui a stagné pour différentes raisons, mais l'intérêt du consommateur pour le produit reste confirmé pour l'année à venir. La cuisine. Alors, oui, la cuisine, c'est exactement comme le canapé, c'est-à-dire que l'effet Covid a montré que le consommateur il cherche du confort. Et en fin de compte, il a pris un virage énorme avec le Covid dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il cherche du confort d'usage dans la cuisine. Et il n'y a plus uniquement le look et le style, mais il veut de la fonctionnalité et de l'ergonomie dans cette cuisine. Donc l'explosion de l'îlot central fait aussi une explosion des paniers moyens. Et quand on regarde la cuisine, c'est quand même la grande gagnante de ces dernières années, puisqu'elle a une croissance des ventes en valeur de plus de 17% par rapport à 2019. Donc c'est un secteur très capitalistique, avec des industriels puissants qui ont investi depuis 30 ans d'une manière très forte. Ils ont investi dans des circuits de distribution. Il y a des grands distributeurs qui ont aussi investi dans des concepts. Et donc on voit bien, comme on le voit là, démarrant dans le jardin, que quand on a une stratégie d'offre des professionnels d'accompagner des modes de vie, des modes d'habiter, le consommateur y suit. Donc 2022, on est sur un petit plus 1, ce qui est normal, on avait eu telle croissance les 2 années précédentes. Donc il va y avoir un peu d'ajustement avec peut-être des reports d'achat, mais ça ne change en rien le fait que vivre aujourd'hui, en 2023, dans un logement, on a besoin d'une fonction cuisine intégrée qui corresponde à notre époque et à notre mode de vie. Et puis la literie. Eh bien, pour la literie, comme l'a dit Guénaël, on est sur une stabilité des ventes, voire une légère baisse. C'est lié, à une concurrence assez farouche de la part des acteurs. Et puis, d'autre part, le maintien quand même du marché s'explique par une poursuite de montée en valeur sur certains produits et surtout dans les dimensions. Les consommateurs veulent des matelas plus épais et plus grands. Donc ça aide le marché. Et ce marché de la literie est en train de s'organiser pour avoir plus de différenciation produit,
pour que certains puissent créer plus de valeur. Donc on va avoir un renforcement, et on commence à avoir un renforcement des marques, soit des marques fabricantes, soit des marques distributeurs, mais plus de repères consommateurs pour recréer de la valeur entre spécialistes et grandes distributions et pure players. Alors on a vu les segments de produits. Comment ça s'est passé sur les circuits de distribution ? Ouais, pour les circuits de distribution, effectivement, la grande distribution ameublement a repris, si je puis me permettre, du poil de la bête, puisqu'ils avaient connu des fermetures administratives plus importantes que les autres circuits de distribution sur l'année précédente. Et elle a repris une position largement leader avec 38,2% de part de marché. Les spécialistes représentent aujourd'hui 26,2%, avec une grande part liée effectivement aux spécialistes cuisine. Les grandes surfaces de bricolage représentent 13,5%, légèrement en retrait par rapport à l'année précédente. Peut-être y a-t-il une explication, Christophe, Sur les grandes surfaces de bricolage, il y a eu tout l'effet déconfinement où le consommateur s'est rué dans les grandes surfaces de bricolage pour réaménager son intérieur, réorganiser. Et là, il est dans des arbitrages. Quand il rentre dans un magasin de bricolage, il pense plus à l'isolation, le système de chauffage. Et donc, dans leur rayon, ils ont des produits concurrents, des produits d'ameublement. Et le consommateur, vu nous tous, nos factures d'énergie, quand on cherche à isoler son logement, et du coup, à l'intérieur de leur propre magasin, ils ont des arbitrages très forts entre les rayons. D'accord. Arrive ensuite effectivement l'ameublement milieu haut de gamme avec 11,1% et une progression légère sur l'année de 0,7%. Le e-commerce, lui, représente 6,8% avec une baisse importante puisqu'on est à moins 8% par rapport à l'année précédente. L'explication, on peut peut-être la donner tout de suite. Oui, en fin de compte, sur le e-commerce, ils ont bénéficié de la fermeture des magasins. Donc, il y a eu le boom de e-commerce, il y a eu le problème des approvisionnements en provenance d'Asie, le prix du container, etc. Donc, ceux qui n'avaient pas les reins solides ont disparu, et on connaît quelques noms. Et d'autre part, le consommateur aime, et pendant le confinement, nous disait que ce qu'il voulait, c'est aller trouver des idées en magasin, avoir des conseils de vendeurs. Donc, ils ont été confrontés à un consommateur qui cherche des exemples, qui veut toucher les produits. Et d'autre part aussi, l'effet e-commerce fait que c'est un secteur qui est en train de se structurer avec des poids lourds. Et du coup, on est sur une année, la FEVAD l'a bien montré il y a quelques semaines, on est sur une année de réorganisation des acteurs pure players qui sont aussi face à une grande distribution qui a monté ses ventes en ligne, qui a ouvert des marketplaces et donc qui se bat avec les mêmes armes. Ici, on parle bien en effet en e-commerce des pure players uniquement. Des pure players uniquement. Oui, et puis restaient les autres circuits qui aujourd'hui sont surtout représentés par des enseignes discount qui représentent quand même 4,2% avec une progression importante de 2,1%. Alors si on peut revenir effectivement sur chacun de ces circuits, pour la grande distribution ameublement, Christophe. La grande distribution ameublement, elle a pu rouvrir ses magasins d'une manière normale, donc elle a fait son métier, elle a développé ses ventes en ligne, et elle continue à développer. Elle a développé les marketplaces qu'on compte. Donc les ventes en ligne et les marketplaces de cette distribution, on les compte dans leur circuit grande distribution ameublement. Et elle répond à un consommateur qui est en arbitrage. Et du coup, elle offre de plus en plus de solutions et des services, dont le financement, etc., pour faciliter la vie du consommateur. Donc elle s'est organisée et mise en ordre de marche pour faire face à un consommateur qui arbitre. Ensuite, on peut parler des enseignes de l'ameublement milieu haut de gamme, qui ont enregistré effectivement une croissance. Bien entendu, elle n'est pas aussi représentative que celle de la grande distribution. La hausse des prix a entraîné une accentuation des sélections des acheteurs potentiels. Pour certains, ils ont reporté leurs achats, comme tu l'as dit, ou se sont dirigés vers des enseignes plus access prix. Donc voir la grande distribution, voir les autres circuits dont on a parlé tout à l'heure, pour préserver effectivement leur pouvoir d'achat. Mais dans le haut de gamme, ce phénomène étant moins sensible à l'inflation, les enseignes sur ce créneau ont enregistré des très bons résultats avec une montée du panier moyen en général. Le milieu de gamme en a également profité
en montant effectivement quelque peu leur gamme et les prix, bien entendu. Donc c'est un circuit qui s'est plutôt maintenu sur l'année 2022. Les spécialistes, Christophe. Les spécialistes, comme tu l'as dit, dans les spécialistes, il y a en premier les spécialistes cuisine, on en a parlé. Ils sont extrêmement performants, ils ont des concepts très marketés et ils organisent très bien leur maillage du territoire. Ils vont continuer à mailler le territoire. On a dans quelques jours le salon de la franchise. Il y aura beaucoup de spécialistes et aussi d'enseignes milieu de gamme qui seront présentes pour développer leur concept en franchise et continuer à mailler le territoire. Après, on a les spécialistes salon qui, grâce au confinement, ont repris, comme tu le disais, du poil de la bête, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, redéployé leur concept et continué à ouvrir de nouveaux magasins. Ensuite, on a les spécialistes literie qui poursuivent leur différenciation par rapport aux autres modes de distribution et la sélection des produits et des marques surtout, et qui développent aussi des marques distributeurs, mais avec un fort contenu de service. Et puis après, on aura des spécialistes bénistes sur l'univers de la salle de bain, qui ne gèrent pas que le meuble, ils gèrent la céramique, le sanitaire, etc. Donc on a vraiment un métier de spécialiste qui est en train de développer ces différences et surtout développer énormément de création de valeur avec beaucoup de services associés vis-à-vis du consommateur. D'accord. Alors sur le e-commerce, on en a déjà parlé. On ne revient pas. Alors les autres circuits, bien entendu, ont affiché une belle croissance. Ce sont les enseignes discount qui ont impulsé effectivement cette progression. C'est des magasins qui ont profité effectivement d'une année de tension liée à l'inflation et où les consommateurs sont dirigés vers ce type d'enseigne et avec des offres bas prix qui réellement tirent le consommateur et tirent le trafic de ces magasins. Voilà ce qu'on peut dire sur les circuits. Et pour terminer, Christophe va nous parler des mises en chantier qui tardent à repartir et des transactions immobilières. Ces mises en chantier, elles vont tarder à repartir. La Fédération française du bâtiment nous a clairement annoncé qu'on serait sur une baisse tendancielle à peu près à minima de 9% sur les mises en chantier pour 2023. Et c'est au mieux, dirons-nous. On sait que le rythme entre immobilier et meubles est évident, puisque 30% des achats de meubles sont liés à un déménagement. Donc les transactions immobilières dans l'ancien, elles se maintiennent quand même au-dessus d'1 million, donc c'est plutôt pas mal. Et puis dans l'immobilier, il y a un phénomène que les professionnels du secteur avaient estimé, mais l'effet Covid a démultiplié ce phénomène, c'est qu'on regarde toujours les résidences principales. La France est la championne des résidences secondaires, puisqu'il y en a près de 4 millions, il y en a 3,6 millions au dernier recensement. Et bien cette résidence secondaire, pour beaucoup de consommateurs, elle devient une deuxième résidence principale. Et on voit bien, les cuisinistes en premier, ils l'ont découvert d'une manière flagrante, que installer une vraie cuisine intégrée dans sa résidence secondaire, c'est parce qu'on y vit plus souvent et qu'on a besoin du confort. On le voit dans les systèmes de chauffage, dans l'isolation, dans le télétravail, c'est évident. Et il y a des acteurs qui ont été confrontés à des consommateurs qui leur demandaient l'installation d'un vrai agencement de télétravail dans une résidence, la deuxième résidence principale. Donc cet effet secondaire qui devient une deuxième résidence principale, c'est vraiment important parce que c'est sur un parc de près de 4 millions de logements. Donc ça, c'est une aubaine pour essayer de passer cette année 2023 qui sera moins, qui nous tirera moins grâce à l'immobilier. Voilà, Cathy. Merci à vous deux pour ces éclairages sur les chiffres du marché. Alors, c'est vrai qu'on a vu en post-Covid des drivers de consommation qui ont beaucoup évolué. 2022, c'est aussi une année qui a été marquée par l'inflation, par la crise ukrainienne et ce qu'elle peut générer à la fois d'anxiété et d'impact sur l'énergie. Alors, quand on regarde la façon dont les fabricants et les distributeurs se sont adaptés, ce qui a porté le marché en 2022, on peut voir qu'il y a vraiment deux piliers. Un premier pilier autour du foyer qui reste une valeur refuge, notamment dans ces contextes anxiogènes et une priorité d'investissement, puisqu'on le voit, 59% des ménages ont toujours envie d'investir dans leur logement, dont 37% dans le meuble, ce qui nous fait un beau panorama d'acheteurs avec 11 millions de ménages.
mais surtout, et c'est là-dessus, Philippe et Jean-Charles, que j'ai envie de vous entendre, c'est que les fabricants et les distributeurs ont bougé dans cette année 2022 pour s'adapter à ce contexte de tendance de consommation et de difficulté de pouvoir d'achat. Alors Jean-Charles, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les initiatives qu'a pris la distribution pour s'adapter notamment à la nouvelle façon dont le consommateur gère son parcours? Oui, il y a eu des investissements massifs, effectivement, autour d'un fait, c'est que le magasin est redevenu le lieu privilégié principal d'achat d'ameublement. Selon le type de produit, de 65 à 83% des acheteurs de meubles passent à l'acte d'achat en magasin. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il n'a pas suffi d'avoir l'autorisation de réouvrir. C'est pas naturel. Et ça doit s'entretenir dans le temps. Donc, les magasins, les enseignes, ils sont puissamment investis dans les outils omnicanal, puisque, selon les dernières études, 44% des Français cherchent sur Internet des informations avant de passer à l'acte d'achat en magasin, et 30% d'entre eux font l'inverse, vont chercher et repèrent en magasin avant d'acheter en ligne. Donc il faut s'adapter à ces deux tendances de fond des modes de consommation que les épisodes Covid n'ont fait qu'accentuer et accélérer. Alors pour les plus grandes enseignes, ce sont des marketplaces qui ont été mises en place depuis 2 ou 3 ans principalement et qui montent en puissance aujourd'hui. Mais il y a aussi des enseignes plus petites en volume et sur le moyen haut de gamme qui développent désormais également leur site de vente en ligne. Je pense notamment à Story, par exemple, qui est une enseigne typique du milieu moyen de gamme et qui a son site de vente en ligne. Alors ça, ce sont des investissements pour capter, répondre aux attentes des modes de consommation et assurer le minimum de trafic nécessaire en magasin. Et puis, il y a aussi des investissements pour permettre au consommateur de faciliter son acte et surtout de gagner du temps. Alors, on sait en 2022 que le click and collect pour le non alimentaire a progressé de 21%. C'est pas neutre, c'est 2 chiffres quand même. Donc il y a des investissements qui se poursuivent dans le click and collect sur des points de retrait, de proximité, etc. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, le modèle historique d'une partie de la distribution d'ameublement qui fonctionne depuis toujours sur le modèle de la reprise, de la livraison et de l'installation. C'est vrai pour les spécialistes cuisine, les spécialistes literie, mais aussi la quasi-totalité de l'ameublement milieu haut de gamme. Donc finalement, ce profil-là, ce modèle économique-là, aujourd'hui, devient, encore plus qu'auparavant il y a quelques années, un atout vis-à-vis du consommateur qui a de moins en moins de temps à consacrer à ses achats. Voilà, un petit peu. Il y a également en amont, en préparation de l'acte d'achat, des investissements conséquents et continus dans les configurateurs. C'est vrai pour la cuisine, mais c'est vrai aussi pour l'ameublement décoration aujourd'hui. Voilà un petit peu les investissements. Ça, c'est le premier point. Et donc, on a vu tous ces investissements pour faciliter le parcours d'achat, faciliter la vie du client. Mais dans ce contexte aussi d'inflation soutenue, les distributeurs ont aussi activé un deuxième levier pour faciliter la transformation de l'achat, justement. Oui, en 2022, on peut dire, en restant modeste, parce qu'il y a eu l'inflation, comme le soulignait Guénaël, mais que notre marché a tenu, néanmoins. Quand on regarde ce qui se passe dans le textile, par exemple, dans l'automobile aussi, on s'en sort globalement mieux. Mais on est conscient que pour le futur proche, et même le présent, je devrais dire, les intentions d'achat restent très fragiles. Les reports d'achat, Guénaël en soulignait tout à l'heure, l'augmentation, courant 22. En 2023, 40% des acheteurs potentiels de meubles envisagent un recours à des solutions de financement. Parce qu'ils sont tous, nous sommes tous, dans des budgets de plus en plus contraints par les dépenses d'énergie, l'augmentation des taux d'intérêt qui accroît le coût du logement, l'inflation alimentaire aussi. Et donc, on est à cette croisée des chemins. C'est pour ça que la distribution a beaucoup travaillé et continue de beaucoup travailler pour offrir aux clients des facilités de paiement. C'est vrai un peu partout. Ça permet une meilleure maîtrise du budget mensuel par une augmentation de la durée, un étalement de la durée du crédit et un plafonnement des mensualités. Les études les plus récentes, menées par IPA et Sofinco, montrent que la mensualité
qui est prêt à consentir un consommateur de meubles. Pour l'achat d'un meuble, elle est à peu près de 100 €, elle va jusqu'à 175 € environ pour de la cuisine. Donc ça permet de mieux maîtriser son budget. Toutes les enseignes s'y sont mises. Il me vient 2 exemples à l'esprit, il y en a beaucoup d'autres. Le simulateur Attractis, qui est en ligne sur le site de Schmidt Group, enfin de Cuisine Schmidt, qui permet non seulement de simuler en 3 clics sa mensualité, mais aussi d'obtenir l'offre de crédit en 48 heures. Donc ça, c'est un instrument très utile, surtout pour la cuisine, où on est sur des paniers moyens quand même plus élevés. Et puis les formules d'IKEA, dans lesquelles tous les autres s'engouffrent, qui propose désormais du 3 fois sans frais à partir de 90 € d'achat et qui peut s'étaler jusqu'à 30 fois sans frais à partir de 2000 € d'achat. Voilà 2 exemples précis mais concrets qui montrent que on s'adapte pour consolider les intentions d'achat. Alors, merci Jean-Charles. Au-delà des facilités de paiement, on a aussi pu constater que fabricants comme distributeurs cherchaient d'autres créneaux pour accompagner le consommateur dans son pouvoir d'achat, notamment sur le sujet de l'occasion et de la seconde main. Philippe, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Face à la crise, les professionnels que nous sommes se bougent, ont envie d'être actifs pour apporter des solutions innovantes. Et donc nous multiplions les initiatives pour apporter des réponses, d'une part évidemment à l'évolution des usages, mais également aux préoccupations tout à fait d'actualité autour du pouvoir d'achat, comme tu l'illustrais à l'instant, Jean-Charles. Alors, sur le marché de la seconde main, Cathy, ce qui est très intéressant, c'est que l'IPEA a pour la première fois fait une étude vraiment approfondie de l'occasion. Et aujourd'hui, on a un chiffre de l'ordre d'1,3 milliard d'euros, donc pratiquement 10% du marché du neuf. C'est énorme. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui qui se passe un peu en dehors des professionnels, pour la majorité, via des sites qu'on connaît tous, tels que le premier d'entre eux, c'est le Bon Coin, mais d'autres, des ressourceries, brocantes et autres. Aujourd'hui, les fabricants, les enseignes, les magasins cherchent à s'investir sur ce marché pour l'accompagner et proposer des solutions qui à la fois permettent aux ménages d'avoir un complément de revenus ou en tout cas de faciliter l'achat d'un nouveau produit parce qu'il y a une reprise de l'ancien, mais également le faire dans des conditions qui permettent d'améliorer des conditions environnementales meilleures, mieux gérées, dans le cadre de l'économie circulaire. Alors, quelques exemples. On a par exemple l'enseigne Gauthier, qui développe un partenariat avec Isidore, qui est une start-up qui est en train de bien s'organiser autour de la revente en ligne, et notamment pour gérer l'ensemble, parce que c'est facile de mettre quelque chose en ligne sur le Bon Coin, mais on ne sait pas trop à quel prix, comment, enfin, il y a plein d'incertitudes autour du sujet. Donc, c'est l'évaluation du bien, sa mise en vente sur une plateforme, mais également ensuite des questions de livraison, éventuellement d'installation, de paiement, sécuriser tout ce processus pour que les particuliers puissent le faire dans un cadre plus contrôlé, sécurisé. Autre exemple avec Camif et Smartback, donc là aussi, association avec une start-up, qui elle est plutôt sur le sujet de la gestion des retours ou des produits qui connaissent un problème particulier et qui cherchent à trouver des solutions locales, sans qu'il y ait du transport à l'autre bout du pays, pour valoriser le produit, donc le réparer chaque fois qu'il peut être réparé, ou le revendre à quelqu'un s'il ne convient pas au premier acquéreur, à lui trouver une destination s'il est en bon état, le réparer, ou si c'est pas possible autrement, le valoriser dans le cadre de boutiques solidaires ou de l'économie circulaire. Donc ça, ce sont des expériences très intéressantes. Et puis évidemment, le premier qui avait démarré, je crois que c'est déjà en 2014, c'est Ikea, qui proposait des bons d'achat pour ses clients qui rapportaient des produits. Donc 3 initiatives différentes qui très vraisemblablement vont dynamiser le marché et en tout cas le transformer autour du sujet de la vie des produits. Alors justement, autour du sujet de la vie des produits, on a aussi des avancées sur le sujet de la réparation. Oui, alors le sujet fondamental qu'il y a derrière, c'est la durabilité. Sujet essentiel dans nos préoccupations environnementales, consommation matière, etc. Donc, pour décarboner et encore une fois favoriser l'économie circulaire, mais pas seulement
par de la réutilisation de matière. On le fait parce que les meubles sont 80% faits en bois et ce bois peut être réutilisé dans des panneaux. Donc l'économie circulaire fonctionne, ça c'est déjà vrai depuis un grand nombre d'années dans nos métiers, que ce soit avec le bois ou l'acier. Mais ce qui est intéressant, c'est de prolonger la durée de vie des produits et de ne pas les mettre tout de suite dans une filière de recyclage qui va refaire de la matière. Et pour ça, il y a deux piliers qui vont ensemble. Donc là, tu parlais de réparation, mais pour que la réparation se passe bien, il faut qu'il y ait eu une éco-conception qui permette la réparation avant. Et là, c'est pareil, c'est une préoccupation aujourd'hui majeure de l'ensemble des fabricants. 3 exemples sur le sujet. La Fuma Mobilier, qui a aujourd'hui tout un catalogue de pièces détachées sur son site, accessible à chaque particulier, qui peut ainsi remplacer uniquement la pièce ou la toile ou un piétement ou la pièce nécessaire de façon très aisée. Mais les produits sont conçus pour ça. Donc c'est ça la vraie différence, c'est les deux piliers, éco-conception qui permet la réparation. Chez Ligne Rosé, c'est la proposition d'un service de rénovation des canapés où le fabricant propose à ses clients de reprendre les produits pour les rehausser, et ce qui permet à la fois de le rénover complètement, mais également de le mettre au goût du jour dans une tendance ou un tissu qui va être plus d'actualité, ou qui permet de modifier son intérieur. Donc le fabricant le propose et a déjà depuis longtemps des produits qui, de ce point de vue-là, sont éco-conçus puisqu'ils permettent le rehaussage. Et dernier exemple chez Fermob, avec le service lancé en 2022 qui s'appelle Repaint, où Fermob est en partenariat avec des ateliers qui font du thermolacage, qui font que localement, chaque client de Fermob peut faire repeindre son mobilier et le rénover dans des conditions de qualité très fortes. Donc on voit ces initiatives et puis en parallèle, un réseau de réparateurs labellisés qui va se structurer grâce à l'éco-organisme Écomaison qui dédie des fonds à ce sujet-là. Là encore, l'économie circulaire au sens... aujourd'hui, on récupère presque 100% des meubles en déchetterie ou auprès des magasins, et ça repart dans les filières matières premières. L'idée, c'est de plus en plus, pour tous ceux pour lesquels c'est possible, c'est de les valoriser, de leur donner une seconde vie pour allonger la durée de vie du produit. Et ce qui est intéressant quand ce sont les fabricants et les distributeurs qui s'investissent sur ce sujet de l'occasion ou de la réparation, c'est qu'on apporte à la fois du service aux clients, de la facilité et de la qualité, surtout une vraie garantie dans la qualité et la durabilité du produit. Alors, il y a aussi d'autres initiatives d'un peu plus long terme sur les sujets de l'économie de la fonctionnalité. Voilà. Alors, un sujet qui est passionnant, c'est celui de l'économie de la fonctionnalité. Alors, on parle toujours de location dans un premier temps. Alors, c'est vrai que c'était peu le cas dans le meuble, mais que ça soit via des facilités de financement, Jean-Charles en a parlé, ou voire même la location, c'est-à-dire en abandonnant l'idée de la propriété, c'est mon canapé, ma chambre à coucher, ma cuisine, ma salle à manger. C'est la possibilité de faire de la location ou location avec option d'achat. Il y a un certain nombre d'initiatives sur le sujet, notamment Conforama sur les salons, les canapés, avec un loyer sur 72 mois, donc 6 ans. Mais on s'aperçoit, quand on interroge les consommateurs, que notamment les plus jeunes d'entre nous, 47% chez les jeunes exactement, l'envisagent de façon très très ouverte, cette idée de dire mais je n'ai pas besoin tout de suite d'être propriétaire de mes meubles, j'ai besoin de m'équiper, je peux avoir des phases différentes dans ma vie, dans mon début de parcours de vie, et finalement je vais pas forcément acheter quelque chose dont j'aurai plus besoin peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans et qui connaîtra une autre vie à ce moment-là. Mais l'économie de la fonctionnalité, ça va au-delà. C'est aussi l'idée d'usage multiple et partagé de produits. Là encore, ça amène à une autre forme d'éco-conception qui vise à rendre les produits modulables ou leur donner plusieurs usages possibles.
est configurable, y compris, pas seulement à la fabrication, mais configurable dans leur utilisation différente selon les journées, les semaines, les usagers. Donc il y a déjà des exemples dans des résidences étudiantes, des hôtels ou autres, de mobilier qui peuvent évoluer en fonction de l'usage et de la période. Et très concrètement, comme ce sont des sujets assez nouveaux, il y a des études en cours. On peut citer une étude à la chaire économie circulaire de l'ESCP qui va se focaliser sur les cuisines, qui est un exemple où on peut se dire que les structures, finalement, ont moins besoin d'évoluer souvent que les façades ou les plans de travail. Donc, comment on pourrait faire pour que sur un produit qu'on connaît bien, une partie ait peut-être une durée de vie de 40 ans et puis d'autres parties puissent être changées plus régulièrement, ce qui impose aussi probablement de travailler la conception encore plus loin en ce sens. Et comme Cathy, tu le disais, ces quelques exemples, ils sont vraiment fondamentaux parce qu'ils montrent que la filière s'est emparée de ces sujets. Donc, encore une fois, toujours autour de l'économie des fonctionnalités, des usages et des préoccupations environnementales. Mais surtout, le fait de s'en emparer permet d'améliorer la qualité qui est apportée, en tout cas de la gérer de A à Z, le service et sa facilité d'accès, puisque beaucoup de ces services, les Français seraient prêts à les utiliser, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce soit très facilement accessible à tout chacun et localement. Merci à tous pour cet éclairage sur le marché en 2022, et on voit bien comment les fabricants et les distributeurs se sont adaptés pour répondre à des enjeux de sobriété économique et environnementale, mais sans oublier la désirabilité et le plaisir qu'on peut avoir avec ces meubles chez soi. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe à la phase de questions depuis notre assemblée. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en bas de l'écran. Et donc, je vais prendre une première question qui nous est posée sur le mobilier en kit. Est-ce que nous avons des chiffres concernant le mobilier à monter soi-même? Le kit est-il en hausse? Y a-t-il une montée en qualité du kit? Voilà. Est-ce qu'il y a des actions qui soutiennent le développement du kit? Voilà. Mais en fin de compte, on est sur un marché... je me rappelle, le ministère de l'Industrie avait fait en 82 une grande enquête sur l'industrie du meuble en kit, etc. Mais on avait deux marchés, on avait le monté, on avait le kit. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que le consommateur, pour beaucoup de produits en kit, il achète un service au distributeur pour que ça soit monté par un professionnel. Et toutes les plateformes, WePose, etc., qui peuvent monter les produits pour le consommateur. Donc le consommateur, le kit est plutôt une logique de gestion de la logistique pour la filière industrielle distributeur. Mais le consommateur, il achète certains produits à plat, mais il les fait monter. Le consommateur bricoleur est toujours un peu limite quand même. C'est pas la grande majorité des Français. On voit bien que ça augmente pour des questions de bilan carbone, transporter des produits à plat, etc. Et c'est pour ça que se mettent en place toutes ces plateformes qui vont trouver les bons monteurs et toute l'organisation de la filière. Ce qui est intéressant, un exemple très récent de ces jours-ci qui est très intéressant, c'est un acteur de la grande distribution comme But qui annonce qu'il va faire de la cuisine en kit livrable sous 10 jours, made in France. Là, il y a vraiment des choses qui bougent, entre guillemets, dans le bon sens sur cette efficacité de je réponds à un marché en termes de délai, en termes de made in France, et très vite. Donc là, ça favorise des choses. Et du coup, le kit, il a progressé, mais en fin de compte, le consommateur, lui, dans ses achats, il a quand même fortement progressé sur une solution montée par un professionnel. Avec du service. Avec du service. Et un service géré par le distributeur. On peut dire qu'il y a environ quand même 60% de meubles en kit. Oui, là, c'est... Entre le meuble et la cuisine, ça fait ça. Ouais. Après, l'usage... Voilà, nuance, quand ça arrive chez le consommateur, la statistique. Voilà. Merci pour cet éclairage. Autre question, alors on y a peut-être un peu répondu, mais ça va être une façon de reboucler la boucle. Comment expliquez-vous que la filière meuble résiste mieux que le prêt-à-porter? Qui veut répondre? Le prêt-à-porter, il est quand même sur une situation d'une explosion pendant 15 ans des mètres carrés de surface de vente.
et trop de mètres carrés par rapport à un marché déterminé, il y a un moment, il y a un ajustement automatique. D'autre part, un des éléments qui fait la mode, c'est les jeunes. Et les jeunes sont, pour des questions d'arbitrage budgétaire, moins pour des questions d'économie circulaire, quand même très clients de Vinted, Kilo Shop et tout le retour de l'achat vintage. Donc, toutes ces enseignes milieu de gamme qui touchaient des ados qui adoraient faire du shopping et qui achetaient du neuf, eh bien, en ce moment, on a plein d'ados et de jeunes adultes qui préfèrent, pour le même prix, acheter 4 jeans chez Kilo Shop qu'en acheter un neuf. Donc, il y a une surabondance de mètres carrés. Et là, on est dans une phase d'ajustement. Dans le secteur du meuble, on n'a absolument pas de surabondance de mètres carrés. On a une poursuite de maillage du territoire. Sur le même positionnement que les enseignes de mode, c'est-à-dire dans le milieu de gamme, l'ajustement des mètres carrés s'est fait il y a 15, 20, 30 ans, quand il y a eu la montée en puissance de la grande distribution. Maintenant, sur le milieu de gamme, il y a des mètres carrés qui correspondent à un marché, et même, on pourrait en créer un peu plus en milieu de gamme généraliste et haut de gamme et en spécialiste. Donc, c'est ces effets-là. Moi, je suis aussi à l'Institut français de la mode, au Conseil des affaires économiques, et je vois bien que depuis des années, on voyait ces mètres carrés se créer avec toutes ces enseignes, et on disait à un moment, tous les centres-villes avec les mêmes enseignes, tous les centres commerciaux avec les mêmes enseignes, avec les mêmes offres, le consommateur va arbitrer. Et malheureusement, c'est le cas. Et puis on a aussi des drivers de consommation, comme tu l'as dit, avec les résidences secondaires, avec le télétravail qui fait qu'on passe plus de temps chez soi. Et puis qu'on achète moins de chemises parce qu'on est en télétravail, etc., etc. Non, mais il y a des effets qui sont quand même extrêmement importants sur la chaussure et sur la fringue, sur l'effet télétravail, le fait que les gens ne vont pas au bureau, ils vont moins au bureau, donc ils achètent moins de vêtements. Et puis la maison, quand même, avec le Covid, c'est l'effet valeur-refuge. C'est Le terrier. C'est le terrier. Un terrier sympa. Une question sur les premiers chiffres compilés par l'IPEA sur janvier et février donc de cet exercice 2023 qui commence. Est-ce qu'on a première chose à dire, des premières tendances ? Janvier, on reste positif en valeur, on est un peu en dessous de 3% en évolution, en valeur, hein, je dis bien. Sur un gros mois. Et sur un gros mois historique, donc on s'est bien maintenu, comme le disait Jean-Charles, ça se maintient. Février, là, on sent quand même que ça bloque un peu. Hein. Il y a aussi des effets vacances, on voit bien que l'arbitrage là s'est fait en faveur des vacances, parce que les gens ont besoin d'une soupape de sécurité. Donc comme ils ne peuvent pas dépenser partout, beaucoup de personnes sont parties au sport d'hiver. Et du coup, le budget sport d'hiver fait que je reporte un achat ou je l'annule, ou je vais vers des produits plus accessibles. Mais pour la cible, par exemple, sport d'hiver, c'est plutôt du report d'achat plutôt que de l'annulation pure et simple. Alors, dans le même ordre d'idée, on avait la question sur les 2 premiers mois. On a la question des perspectives, alors, pas forcément de boule de cristal, mais voilà. Est-ce qu'on s'attend à un tassement ? De quel ordre ? Voilà. Quelles sont les perspectives pour 2023 ? Nous, au sein de l'Institut, quand on a fait notre colloque annuel en décembre, on a estimé qu'on serait aux alentours de -5 en valeur en 2023 par rapport au trend que l'on avait et sur le fait qu'on sera moins tiré par l'immobilier. L'année, tous les éléments montrent que les arbitrages, le consommateur veut arbitrer vers la maison. Et là, tout le travail fait par la filière sur des produits plus attractifs, plus multi-usages, tout le travail de la distribution sur toutes les solutions, de facilité de financement, etc. C'est vraiment ce qui va faire que, est-ce que ces intentions d'achat qui sont super bien orientées vont se réaliser grâce à l'aide des acteurs de la filière qui vont faciliter les choses ? Ou est-ce qu'on va avoir, on voit en ce moment, circuler dans Paris, c'est quand même pas facile, et venir pour Patrick Prigent, c'est encore moins facile. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir ? On sait bien que s'il y a des conflits sociaux qui durent, ça va quand même casser un peu la dynamique. Ce que je dirais, c'est que nous, on reste sur un trend. Historiquement, sur 30 ans, le marché du meuble n'est jamais tombé en dessous d'un -7 en valeur. Parce qu'on est quand même sur un rythme lent. 1 + 3 + 4, -5, -6. Mais c'est rarement des effets plus forts. Et comme je disais, Guénaël, ce côté terrier, maison, valeur, refuge, fait qu'on a un consommateur qui se rassure dans sa maison et qui a encore besoin énormément d'améliorer le confort de son intérieur. Quand on voit là, par exemple, dans un produit comme la literie, c'est pas normal que la literie soit à -0,3. Parce que la literie, c'est du confort. Donc, le retour de communication plus large sur
comment acheter une bonne literie, etc., c'est extrêmement favorable pour recréer de la valeur sur ce marché. Donc voilà, donc, si le consommateur avait dit j'arbitre plus pour la maison et ça y est, j'ai arbitré pour l'alimentaire ou j'ai arbitré pour la mobilité avec la voiture, etc., on serait inquiet. Là, nos enquêtes régulières montrent qu'il continue à avoir des intentions d'achat et toute la distribution est en route pour trouver des solutions pour lui faciliter la vie. Donc, on ne peut pas, entre guillemets, mieux faire pour essayer de maintenir le navire à flot. Alors, une question qui va s'adresser plutôt là aux représentants de la filière. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics et est-ce que vous espérez un soutien concret ? Oui. Oui, on répond oui à cette question. Il va falloir soutenir la demande face à un moment où les intentions d'achat se fragilisent. Et là, on va réitérer notre demande de déblocage partiel du plan d'épargne logement pour l'achat de meubles neufs. D'autant plus important que les encours du PEL sont de 185 milliards à peu près. Et ont encore progressé. Ouais. Oui, et qu'il y a 2/3 des détenteurs de PEL, au minimum, qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Ce qui veut dire que le PEL est devenu un produit de placement. C'est surtout l'idée qu'il faut retenir. Donc voilà. Et l'idée de déblocage partiel, c'est-à-dire que si par exemple les gens pouvaient développer jusqu'à 10 000 euros sur un PEL, ça leur permettrait de ne pas casser cette dynamique de PEL tout en débloquant un peu d'épargne qui ferait un complément de pouvoir d'achat actuel et permettrait de favoriser cette installation dans un terrier lumineux. Donc bienvenue pour le consommateur pour faciliter son pouvoir d'achat et pour la filière pour lui apporter un coup de pouce dans ce moment un peu plus tendu. Et du côté des industriels ? Alors du côté des industriels qui aujourd'hui font face à une augmentation très significative des charges, notamment en matière d'énergie. C'est vraiment important dans notre domaine. C'est souvent passé de 2% du chiffre d'affaires à 6%. Enfin, c'est très considérable. Et également à une montée des coûts salariaux qui est assez logique et, dans la période actuelle. Encore une fois, on peut rappeler qu'on a un différentiel d'impôt de production très considérable, même s'il a été réduit ces dernières années avec nos voisins, et notamment avec l'Allemagne. C'est encore un facteur 7 ou 8, 70 à 80 milliards à comparer à 10 milliards en Allemagne. Donc là aussi, s'il pouvait y avoir encore une avancée sur la réduction de ces impôts de production qui sont très lourds, ça aiderait beaucoup les industriels. C'est le principal point sur lequel les industriels aimeraient pouvoir retrouver un peu plus de compétitivité par rapport notamment à l'ensemble de nos voisins européens. Donc compétitivité industrielle et déblocage partiel du PEL pour le pouvoir d'achat. Donc deux mesures. Oui, je pense que ce que l'on peut, c'est que, bon, comme on l'a dit, on est passé d'une logique d'émotion à une logique de désir. Donc c'est à la profession de créer, bien entendu, effectivement, et de s'appuyer sur cette logique du désir. Et il ne faut pas oublier également que les Français ont largement épargné. Je crois que le taux d'épargne est au plus haut comme il ne l'a jamais été. Donc il y a effectivement des disponibilités, mais bon, pour libérer ces disponibilités, il faut créer du désir. Donc c'est à la profession, bien entendu, de créer ce désir effectivement d'achat. Et je pense qu'il est latent, en fait, il est là. Et je crois qu'il y a le phénomène des résidences secondaires dont tu as parlé, qui me paraît extrêmement important également dans le développement effectivement du marché. Et pour qu'on reste sur des valeurs peut-être pas positives pour l'année, mais bon, on ne sait pas. Tout dépendra bien entendu effectivement de certains éléments, et comme tu le disais, bon, les manifestations actuelles ne jouent pas tellement en faveur, mais bon, une fois tous ces problèmes qui doivent être réglés, je pense que le marché devrait être sur un trend pas positif, mais sur peut-être une logique de baisse, mais totalement maîtrisée, quoi. Mais à nous, effectivement, professionnels, à la fois fabricants et à la fois distributeurs, de continuer à créer du désir, effectivement, et si le désir est là, effectivement, je pense que les disponibilités sont là. Alors, il y a bien entendu le plan épargne logement, mais il y a également, effectivement, l'épargne des Français. Voilà.
Merci à tous. On arrive à l'issue de notre heure de conférence de presse et on a épuisé les questions. Donc, on va pouvoir vous saluer, vous dire qu'on reste à votre disposition tous pour des questions ou des demandes additionnelles. Et puis, vous donner rendez-vous, comme d'habitude, l'année prochaine pour les résultats de l'année 2023. Merci, à très bientôt. Merci de votre attention. Merci, au revoir.